Nous allons parler aujourd'hui d'endosymbiose aux conséquences évolutives majeures. Nous sommes toujours dans le chapitre 3, transferts horizontaux de gènes et endosymbiose. Toujours le programme de terminale, spécialité SVT. L'endosymbiose est à l'origine des mitochondries et des chloroplastes, qui sont des organites contenant de l'ADN. C'est du moins ce que nous dit la théorie de l'endosymbiose. Alors, en quoi consiste cette théorie endosymbiotique? On pense bien sûr à Lynn Margulis. Margulis, pas Margulis. Donc c'est une théorie selon laquelle les organites énergétiques, c'est-à-dire les mitochondries et les chloroplastes, seraient des descendants de bactéries devenues des composants permanents des cellules eucaryotes après phagocytose et endosymbiose avec des cellules eucaryotes primitives. Tout ça c'est un peu rapide, vous n'avez sans doute pas eu le temps d'intégrer les informations. Autrement dit, des cellules eucaryotes primitives auraient phagocyté des bactéries primitives. Jusque-là, rien d'anormal. Oui, mais une endosymbiose se serait mise en place, la bactérie devenant une mitochondrie. Plus tard, d'autres cellules eucaryotes primitives auraient phagocyté une autre bactérie primitive. Dans ces conditions, une autre endosymbiose se serait mise en place, la bactérie devenant un chloroplaste. Donc, mitochondries et chloroplastes étant devenus alors des organites permanents des cellules eucaryotes primitives jusqu'aux cellules eucaryotes actuelles. Donc c'est du moins ce que nous allons essayer de démontrer. Donc, je rappelle, nous allons essayer de démontrer la théorie endosymbiotique que Lynn Margulis a mise en place et a réussi à prouver après maintes déboires. Donc nous allons présenter diverses informations concernant les mitochondries, les chloroplastes et les bactéries afin d'argumenter en faveur de la théorie endosymbiotique et de comprendre qu'elle a été étayée par des données qui sont issues de divers domaines de la biologie. Donc nous verrons un rappel de la structure compartimentée de cellules eucaryotes et on décrira un peu l'organisation des mitochondries et des chloroplastes ainsi que leur capacité à se diviser. Donc on parlera également de l'organisation des constituants et du métabolisme des œufs bactéries. Et puis également quelques données phylogénétiques fondées sur la comparaison de molécules d'ARN constituant la petite sous-unité. Alors je répète d'une manière plus simplifiée ce qui concerne les endosymbioses aux conséquences évolutives majeures. Donc quelles conséquences évolutives majeures? Eh bien le fait que l'on se retrouve dans les cellules eucaryotes avec des mitochondries et ou des chloroplastes. Chloroplastes, cellules végétales. Mitochondries, nous avons des mitochondries, nous les cellules eucaryotes. Toutes les cellules eucaryotes possèdent des mitochondries. Et ces mitochondries, bien sûr, sont capables de produire de l'énergie. Ce sont des usines énergétiques, entre guillemets, capables de produire de l'ATP, qui sont ces fameuses molécules énergétiques. Quant aux chloroplastes, ils sont capables de faire la photosynthèse et donc de produire de manière autotrophe, en fait, de produire donc des glucides, des sucres complexes, des composés organiques en tout cas. Tandis que les mitochondries, elles, c'est plutôt côté énergétique. Chloroplastes, autotrophie, photosynthèse, production de matière organique. Bon, vous avez compris un petit peu le mécanisme. Et donc les mitochondries et les chloroplastes auraient été autrefois des bactéries primitives qui auraient été absorbées par phagocytose puis endosymbiose. Une endosymbiose se serait mise en place
pour donner finalement nos fameuses mitochondries et chloroplastes que nous avons aujourd'hui. Alors, si vous regardez des cellules végétales de lentilles d'eau, par exemple, que vous pouvez observer au microscope électronique à transmission, donc à partir d'un document sur Internet, et en fausse couleur bien entendu, eh bien, vous voyez que le noyau des cellules eucaryotes contient l'essentiel de l'information génétique, répartie sur plusieurs molécules d'ADN associées à des protéines structurantes. Mais le cytoplasme comporte d'autres organites, pas que le noyau avec ses chromosomes, donc son ADN en fin de compte, et donc il possède, donc ces cellules eucaryotes possèdent d'autres organites spécialisés dans des fonctions spécifiques, comme les mitochondries, qui sont le siège de la respiration cellulaire, qui est présente chez tous les eucaryotes. Et puis également, nous avons d'autres organites que l'on appelle des chloroplastes, qui réalisent la photosynthèse et qui est présente donc la photosynthèse est possible chez les eucaryotes de la lignée verte, donc toutes les plantes qui possèdent de la chlorophylle, en théorie, sont capables de faire la photosynthèse. Alors, ces organites sont délimités par un système membranaire et curieusement, ils renferment aussi de l'ADN. C'est bizarre, non? Alors, nous allons essayer de faire une comparaison entre les chloroplastes, observation au microscope électronique à transmission et les caractéristiques, et également voir un petit peu ce qui se passe dans les mitochondries, donc observation au microscope électronique à transmission et les caractéristiques également. Donc je vous ai dit tout à l'heure, dans une cellule végétale, on trouve donc des chloroplastes et des mitochondries, et bien sûr le noyau qui contient l'ADN. Alors, quelle est la taille? Alors, dans un chloroplaste, il y a, d'abord je vous décris un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Donc il y a une molécule d'ADN, il y a des ribosomes. Donc s'il y a des ribosomes, on pense à la biosynthèse des protéines. Il y a des thylakoïdes, des grains d'amidon, une membrane externe, une membrane interne. Si on regarde dans les mitochondries, il y a des ribosomes, synthèse des protéines, une membrane externe, une membrane interne formant des replis que l'on appelle des crêtes, et il y a des molécules d'ADN. Alors, quelle est la taille de l'un ou de l'autre? Alors, chloroplaste 1 à 10 micromètres et mitochondries 1 à 2 micromètres, en général jusqu'à 10 micromètres. Donc ça veut dire que c'est à peu près la même taille dans les deux cas. Les chloroplastes sont limités par une double membrane, tout comme les mitochondries. L'ADN est sans protéines associées dans les chloroplastes, formant un chromosome circulaire, en de nombreux exemplaires identiques. L'ADN des mitochondries n'a pas de protéines associées non plus. Il forme un chromosome circulaire en de nombreux exemplaires identiques, codant la synthèse de protéines et d'ARN messagers. Et d'ARN. La plupart des protéines mitochondriales sont synthétisées à partir de gènes nucléaires. Donc ça veut dire qu'on imagine que des gènes des mitochondries ont été transférés au noyau des cellules eucaryotes. Là, on est bien dans le cas de transfert horizontal de gènes, en tout cas. Alors, dans les chloroplastes, il y a également donc, synthèse de certaines protéines, d'autres sont codées par des gènes nucléaires, et synthèse de l'ARN également. Donc, même principe pour les chloroplastes, des gènes de chloroplastes auraient été transmis de manière horizontale au noyau, ou au matériel génétique, en tout cas des cellules eucaryotes. Il y a dans les chloroplastes donc, présence de compartiments en forme de sac, que l'on appelle les thylakoïdes, dont la membrane renferme des molécules permettant la photosynthèse, et on pense par exemple à la chlorophylle. Et quant aux mitochondries, elles sont capables de division autonome par séparation en deux. Donc voilà pour quelques caractéristiques des chloroplastes et des mitochondries. Alors, j'ai un problème. Ah.
ordinateur est planté. Bon. Donc allez prendre un café, hein, je vais reprendre le cours bientôt. J'attends que cet ordinateur se sorte du plantage. Ça peut arriver, hein, mais je vais pas recommencer le cours. C'est embêtant ça. Ah. Espoir. Voilà, ça y est. C'est bon. Ouh là là. Alors, on va y arriver. Et ouais, ça peut arriver. On va y arriver, ça vient. Alors, maintenant nous allons parler de l'organisation de cellules bactériennes. Alors, si vous regardez une bactérie telle que Bacillus subtilis en cours de division au microscope électronique à transmission, vous voyez donc des chromosomes bactériens que l'on appelle nucléoïdes, une membrane plasmique, une paroi. Et si vous regardez une cyanobactérie filamenteuse photosynthétique, observée au microscope électronique à transmission, vous voyez qu'il y a des ribosomes libres, un corpuscule proétique, une cyanobactérie en cours de division, par exemple, hein, si vous choisissez le bon document, et vous voyez une paroi doublée d'une membrane plasmique. Et il y a également donc des membranes contenant ces membranes, donc il y a des membranes contenant des pigments chlorophylliens dans les cyanobactéries, donc ça veut dire que ces cyanobactéries, il y a bactéries dans cyano, elles sont capables de faire la photosynthèse. Donc ça c'est quand même relativement intéressant dans la théorie concernant la théorie endo-symbiotique. On s'aperçoit que certaines bactéries n'ont pas de pigments chlorophylliens et d'autres ont des pigments chlorophylliens. Donc là on pense que quand les mitochondries sont devenues permanentes, on pense également que les chloroplastes ont pu devenir permanents autrefois. Donc comme on a essayé de l'expliquer tout à l'heure, et ce que nous allons essayer de démontrer, là pour l'instant on tâtonne un petit peu. Hein. Donc la plupart des bactéries sont entourées d'une paroi chimiquement complexe, doublée intérieurement par une membrane plasmique entourant le cytoplasme et son contenu. Elles constituent des cellules non compartimentées, dépourvues de noyaux. Leur ADN est nu, organisé en un chromosome circulaire au contact direct du cytoplasme où se fait la synthèse protéique grâce au ribosome. Elles possèdent également des petites molécules d'ADN circulaires que l'on appelle des plasmides qui se répliquent indépendamment du chromosome. Leur reproduction se fait par simple division d'une cellule qui réplique son chromosome bactérien, s'allonge avant de se diviser en deux cellules filles dotées d'une membrane et d'une paroi. Elles pratiquent des métabolismes variés tels que la respiration cellulaire, productrice d'énergie, les fermentations, la photosynthèse et ou la chimiosynthèse. Alors, nous en reparlerons tout à l'heure, mais quelques remarques sur un arbre phylogénétique du vivant basé sur la comparaison de l'ARN des ribosomes. Donc il y a trois grandes branches, hein, les archées, les bactéries et les eucaryotes. Les eubactéries sont... Bon. Les données phylogénétiques, donc les techniques de séquençage de l'ADN et de l'ARN, permettent l'établissement de parenté moléculaire basée sur le degré d'identité de séquence que l'on compare. L'arbre phylogénétique, que vous pouvez apercevoir devant vous si vous avez choisi le bon document, eh bien, il a été établi par comparaison d'ARN plutôt, entrant dans la composition des ribosomes. Donc ARN, ribosome. Les séquences utilisées pour construire cet arbre proviennent des ribosomes, d'abord de cellules d'organismes eucaryotes dont le maïs zéamé, de bactéries, d'archées et de chloroplastes et de mitochondries
et de mitochondries du maïs. Alors, qu'est-ce que l'on peut tirer de toutes ces informations si l'on essaye de relever les divers arguments qui ont permis de valider la théorie? Si on essayait de représenter un schéma, bon, je vous laisse le faire, le schéma éventuellement, hein, sur l'origine de la cellule eucaryote compartimentée, selon la théorie proposée par Lynn Margulis. Et puis on va essayer d'expliquer en quoi l'endosymbiose a joué un rôle évolutif majeur dans l'histoire du vivant. Alors, juste pour rappel, hein, je sais que vous avez compris, mais si vous ne voulez pas vous passer un petit peu, mais je répète, je fais un rappel sur la théorie endosymbiotique, c'est important à comprendre. On pense bien entendu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à qui? À Lynn Margulis. Alors, la théorie endosymbiotique est une théorie selon laquelle les organites énergétiques, qui sont les mitochondries et les chloroplastes, seraient des descendants de bactéries devenues des composants permanents des cellules eucaryotes après avoir subi d'une part la phagocytose et d'autre part l'endosymbiose. Donc, ce seraient des descendants de bactéries devenues des composants permanents des cellules eucaryotes après phagocytose et endosymbiose avec des cellules eucaryotes primitives. Autrement dit, je vais redire la même chose mais d'une autre façon pour que vous compreniez mieux. Les cellules eucaryotes primitives auraient phagocyté des bactéries primitives, d'une part. Une endosymbiose se serait mise en place, la bactérie devenant une mitochondrie, avec transfert de gènes, transfert horizontal de gènes, de la bactérie primitive vers le matériel génétique de la cellule eucaryote. Donc du coup, les mitochondries, donc la bactérie qui devient une mitochondrie, aurait perdu certaines de ses fonctions qui seraient possibles grâce à l'ADN eucaryote, de la cellule eucaryote. Alors plus tard, d'autres cellules eucaryotes primitives auraient phagocyté une autre bactérie primitive. Alors on pense aux cyanobactéries bien entendu parce qu'il y a des chloroplastes dedans. Donc une autre endosymbiose se serait mise en place, la bactérie devenant un chloroplaste avec perte de certaines fonctions qui auraient pu être attribuées à certains gènes du chloroplaste, mais de la bactérie qui est devenue chloroplaste. Donc de ce fait-là, le chloroplaste aurait perdu certaines de ses fonctions qui seraient mises en place grâce aux gènes, au génome, certains gènes en tout cas, de la cellule eucaryote qui auraient pris certains gènes au chloroplaste, tout comme la cellule eucaryote l'avait fait avec les bactéries qui étaient devenues des mitochondries. Alors on parle bien sûr de transfert horizontal de gènes. Donc une endosymbiose a permis aux chloroplastes de se mettre en place. Ainsi, donc mitochondries et chloroplastes seraient devenus des organites permanents des cellules eucaryotes primitives jusqu'aux cellules eucaryotes que l'on trouve de nos jours, dont nous-mêmes. Alors nous, on n'a pas de chloroplastes, mais on a bien des mitochondries producteurs d'énergie. Donc tout ça, c'est ce que nous allons du moins essayer de démontrer. Alors, les mitochondries, les chloroplastes et les bactéries ont de nombreux caractères en commun. Leur taille comprise entre 1 et 10 micromètres, alors qu'une cellule eucaryote a une taille comprise approximativement de 10 à 500 micromètres. La présence d'ADN circulaire non associé à des protéines, c'est-à-dire les protéines histones, comme il l'est dans une cellule eucaryote. ADN fonctionnel désolé.
l'ordinateur ce soir. Donc ADN circulaire, alors donc deuxième point, hein, donc ADN circulaire, présence d'ADN circulaire, donc dans les mitochondries, chloroplastes et bactéries, hein, on raisonne par rapport aux trois. Leur taille qui est commune, la présence d'ADN circulaire, non associé à des protéines histones comme il l'est dans une cellule eucaryote. Donc l'ADN fonctionnel chez les bactéries et les chloroplastes, puisque commandant la synthèse des protéines spécifiques de ces organites. Troisième argument important, eh bien, ces trois, mitochondries, chloroplastes et bactéries, possèdent des ribosomes de plus petite taille, alors 70 Svedberg, que ceux des cellules eucaryotes, où il y a 80 Svedberg. Quatrième argument, ils sont capables de division autonome. Cinquième argument, les chloroplastes et les cyanobactéries partagent en commun la présence de systèmes membranaires internes constitués de molécules dont les pigments chlorophylliens permettant la réalisation de la photosynthèse. De même, les mitochondries et certaines bactéries ont des métabolismes similaires de type aérobie, donc qui ont besoin de la présence de dioxygène. Sixième argument, eh bien, c'est la double membrane des organites qui constituerait le vestige d'un phénomène d'endosymbiose. La membrane interne correspondant à celle du prokaryote endocyté, quand leur membrane externe proviendrait de l'invagination de la membrane plasmique à l'origine de l'endocytose. Alors, il faut noter que les génomes des mitochondries et des chloroplastes leur permettent la synthèse des protéines qui leur sont spécifiques, mais que la plupart de ces protéines sont néanmoins le résultat de l'expression de gènes nucléaires. Particularité que l'on a trouvée chez les endosymbiotes, rendus dépendants de leur hôte par la régression de leur génome, comme on l'a vu dans les cours précédents. À noter que les données phylogénétiques montrent que les ARN des mitochondries et des chloroplastes du maïs sont plus proches de celui des bactéries que de celui des cellules eucaryotes, y compris de celui du maïs chez lequel ils ont été prélevés. Alors, une autre remarque, c'est que l'ARN du chloroplaste Zea maïs est beaucoup plus proche de celui d'une cyanobactérie que d'autres prokaryotes, alors que celui de la mitochondrie est très apparenté à celui d'Agrobacterium tumefaciens, donc alpha-protéobactérie. La cellule eucaryote serait ainsi le résultat d'endosymbioses successives. Donc, la théorie endosymbiotique, aujourd'hui validée par les scientifiques, a permis d'établir que l'endosymbiose a joué un rôle majeur dans l'évolution du vivant en permettant l'apparition de cellules eucaryotes et de nouvelles lignées évolutives par acquisition rapide de nouvelles fonctionnalités, c'est-à-dire celle d'utiliser le dioxygène atmosphérique ou de capter l'énergie lumineuse pour effectuer des synthèses organiques par photosynthèse, donc on parle de la lignée verte. À noter cependant que suivant les lignées d'organismes photosynthétiques, les chloroplastes proviennent d'endosymbioses différentes et parfois multiples. Bon, c'est une parenthèse. En rapprochant des partenaires, l'endosymbiose a favorisé les transferts de gènes. Donc des gènes bactériens ont été associés à des gènes nucléaires par transfert horizontal de gènes et ainsi ont pu participer à la complexification des génomes, donc à la diversité biologique actuelle. Donc nous avons bien démontré, en conclusion, nous pouvons dire que la théorie endosymbiotique semble être crédible. Cette théorie endosymbiotique, je le répète pour la troisième fois, et on pense à Lynn Margulis, est une théorie selon laquelle les organites énergétiques, mitochondries et chloroplastes, seraient des descendants des bactéries devenues des composants permanents des cellules eucaryotes après phagocytose et endosymbiose, avec des cellules eucaryotes primitives. Autrement dit, et je répète pour la troisième fois, vous pouvez arrêter là si vous voulez, des cellules eucaryotes primitives auraient phagocyté des bactéries primitives, d'une part, une endosymbiose se serait mise en place, la bactérie devenant donc une mitochondrie,
par perte, entre guillemets aussi, de certains gènes qui sont allés s'insérer dans le génome de la cellule eucaryote. Plus tard, puisque là on a parlé de mitochondrie, plus tard il faut parler de chloroplaste également, plus tard, alors ou en même temps, hein, on ne sait pas. D'autres cellules eucaryotes primitives auraient phagocyté une autre bactérie primitive, alors on pense aux cyanobactéries. Hein, bon. Et de ce fait-là, une autre endosymbiose se serait mise en place, la bactérie devenant un chloroplaste, avec perte également de certains gènes qui auraient, par transfert horizontal de gènes, se loger dans l'ADN de la cellule eucaryote. Donc mitochondries et chloroplastes étant devenus des organites permanents des cellules eucaryotes primitives jusqu'aux cellules eucaryotes actuelles. C'est du moins ce que nous avons essayé de démontrer. Bon, je pense que le cours est terminé. Merci. Petite photo souvenir.